1940. Ce jour-là, au carrefour de Rotonde, l'Allemand s'imaginait briser pour toujours la grandeur et l'unité de notre pays. Mais la voix de la France, déjà, lui répondait. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré Rotonde, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le vers de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Le 8 novembre 1942, la flotte alliée qui amène en Afrique du Nord les troupes et les armes de la libération prouve que le sacrifice des premiers résistants n'a pas été vain. Comme eux, l'armée d'Afrique va reprendre la lutte. L'Allemand tient Tunis. Pour protéger le débarquement et la concentration des Alliés, nos troupes ferment au nord la vallée de la Medjerda et au sud la trouée vers Tébessa. La frontière de l'Algérie est couverte. Des bases italiennes qui sont voisines, l'ennemi amène rapidement à Bizerte et à Tunis ses troupes et son matériel. Une fois encore, une terre française attend la bataille. Sur les plaines, nos soldats effectuent la relève des pasteurs. C'est l'armée d'Afrique qui monte en ligne. Légionnaires, tirailleurs reprennent aujourd'hui le combat, équipés et armés comme au jour où ils l'ont interrompu. Tous ont des capotes usées, des chaussures éculées, des armes désuètes. Ils marchent cependant au combat, et avec eux toutes les forces de l'Empire, jusqu'aux goumiers les plus fanatiques de nos partisans. Le matériel soustrait aux commissions d'armistice reparaît lui aussi sur les routes du front. Même les fourgons du train, malgré leur âge, reprennent du service actif. Et c'est cette armée que l'on croyait perdue, qui se retrouve en quelques jours, et rassemblant ses faibles moyens, s'apprête à faire face et à combattre. Le 19 novembre, nos troupes ont pris position dans le nord, près de Medjez el-Bab. Le matin, le général Barré a repoussé 2 ultimatums. Les liaisons sont établies entre les éléments des différentes unités. L'artillerie est disposée le long d'un vaste front pour porter le premier coup d'arrêt à l'offensive allemande. À 16 heures, la bataille commence. Au 10 décembre, les Alliés tiennent une ligne allant de la mer à Bouarada et couvrant Gafsa au sud. De l'extrémité méridionale du front nord, les Français vont pendant un mois soutenir des combats offensifs et défensifs vers l'Oued Kébir et Pichon, dans le but de tenir les passages de la petite dorsale. Près de l'Oued Kébir, des tabors marocains participent à l'action et se lancent à l'assaut des hauteurs. L'ennemi a subi des pertes importantes. Des prisonniers ont été faits. Tel est le texte communiqué le 21 décembre.
prisonniers, les premiers d'une foule qui va lever les bras devant nous à chaque étape de nos nouvelles campagnes. Fin décembre, au matériel récupéré sur l'ennemi vient s'ajouter le matériel américain. Le soldat français va se familiariser avec l'équipement allié, puis avec les véhicules qu'il voit monter vers les lignes. Mais avant tout, c'est d'armes de DCA dont nous avons besoin. Les mitrailleuses contre avions sont doublées par les canons Beaufort à cadence rapide, qui nettoient le ciel tunisien. Fin janvier et février, l'ennemi tente de rejeter les Alliés sur la grande dorsale, dans le but de maintenir ses communications avec l'Afrique Corps en retraite. Les attaques les plus violentes, parties de l'Est et du Sud-Est, vont menacer la région de Tébessa. Les troupes alliées stoppent les Allemands sur une ligne dont le pivot est Kasserine. Deux divisions blindées allemandes et des éléments italiens parvenaient jusqu'à la limite de l'Algérie. Pour arrêter ce coup de boutoir mené par des Mark III, des Mark IV et des Tigres, les chars américains contre-attaquent, tandis que plus à l'est, nous opposons aux ennemis de vieux engins qui font cependant du bon travail. Grâce à l'appui de l'artillerie, nous écrasons les éléments d'infanterie allemande qui s'étaient infiltrés vers Spiba. L'ennemi, stoppé, se rend en masse. Les Italiens, depuis longtemps convaincus de la défaite, les Allemands battus sur leur meilleure forme. Venant du Fezzan, dont elle a terminé la conquête, la colonne du général Leclerc arrive dans le sud tunisien. Pour ceux qui, depuis le Tchad, ont suivi ce chef, commence une épopée qui entrera dans la légende. Le 26 mars, la 8e armée enfonce la ligne Marette, pendant que la colonne Leclerc prend El Hama. La retraite des Allemands s'accélère. Au centre, la première armée attaque vers Kérouan. Les Français du 19e corps avancent sur Pichon et occupent la dorsale orientale. Au nord, les corps francs d'Afrique, opérant avec les Américains, refoulent l'ennemi jusqu'à Bizerte. La 8e armée, dont les célèbres rats du désert viennent de franchir en combattant 2000 km, a chassé Rommel de Marette et, contournant la ligne de Casemate, enlève aux ennemis tout espoir d'une sortie vers le sud. Au centre du front, les Français progressent sur un terrain miné. Nos hommes ont vite appris à nettoyer les routes, souvent à l'aide de procédés où le courage remplace le matériel. Le 10 avril, le général Velver saute sur une mine, en face de Pichon. Une stèle que salue le chef du 19e corps commémore sa fin tragique.
Malgré les obstacles, nos troupes avancent. Leur route est maintenant jalonnée par les canons, les blindés, abandonnés par l'ennemi en retraite. Les plaines tunisiennes, comme demain les plaines d'Europe, portent la marque d'une défaite allemande. Du matériel détruit, des tombes, des prisonniers. Les corps francs d'Afrique sont engagés dans le secteur nord qui borde la Méditerranée. Ces combattants, volontaires pour la plupart, ont des tenues anglaises, des armes américaines. Ils tiennent un secteur difficile. À côté de l'armée américaine, ils participent aux actions vers Bizerte, dans la région du lac Iskul. Le 21 avril, l'ordre d'offensive était donné. L'attaque devait se développer jusqu'au 4 mai et amener le corps franc aux portes de Bizerte. Comme Sfax, comme Kérouan, comme des dizaines de villes africaines et des milliers de villes de la métropole, Bizerte a payé très cher sa libération. Un bombardement massif précède la dernière poussée des Alliés sur Tunis. Les éléments blindés, les dernières positions de l'ennemi qui décrochent et s'apprêtent à fuir vers le Cap Bon sont violemment attaqués. La Luftwaffe n'a pu réagir. De l'Afrique, elle ne connaîtra plus que le sol, sur lequel nos aviateurs l'ont cloué. Le 7 mai, les éléments de tête pénètrent dans la ville. Sur les trottoirs, les Tunisiens crient leur joie aux troupes françaises, britanniques et américaines. Déjà, la vie quotidienne reprend. Les civils s'organisent derrière les soldats. On retrouve les habits, les vieilles barbes, les toges. Et les Tunisiens, revenant au protectorat de la seule France, jouissent à nouveau de leurs coutumes et de leur liberté. Devant leur chef, les généraux Eisenhower, Giraud, Alexander, Juin, les troupes vont défiler. Tandis que passent au milieu de l'enthousiasme ceux du désert, des djebels ou des plaines, nous pensons aux premiers jours de la campagne, aux bataillons français qui défendaient parfois des fronts de 25 km, sans mines, sans chars et presque sans avions. Ils ont porté dans la bataille le poids le plus lourd. Aujourd'hui, ils connaissent la plus profonde des joies, la victoire. Et une victoire qui n'est qu'une étape vers la libération. L'Empire, qui avait repris le combat, attendait son chef. Sur un aérodrome près d'Alger, reçu par le haut-commissaire en Afrique, le général de Gaulle rejoint une terre française. La communauté d'idéal forgée par les succès de Tunisie va s'affirmer et toutes les énergies se tendent vers un seul but, le combat. Dans les ports du Maroc et d'Algérie,
le matériel ne cesse d'arriver. Des caisses qui nous viennent d'Amérique vont jaillir nos armes. Depuis les voitures de reconnaissance jusqu'aux tanks, dont 25 000 identiques sortiront des usines en 1943. Depuis les avions, en particulier les chasseurs bombardiers, jusqu'aux jeeps, qui, dans les parcs, matérialisent la formule de la nouvelle armée, nombre et puissance. Dans les petites villes, à côté de la paisible vie des marchés, des ateliers de montage et de réparation ont surgi. Et là, aux côtés des soldats des compagnies d'ouvriers et des marins, les civils, hommes et femmes, participent à la lutte commune. Devant ce spectacle, les jeunes filles ne sont pas restées à leurs fenêtres. Elles sont parties s'engager dans les unités, qui feront d'elles des infirmières, des agents de transmission ou des conductrices, toutes courageuses auxiliaires du combattant. Les combattants, leur chef du moins, c'est ici, à Cherchell, qu'on les instruit. Ce n'est pas la guerre précédente qu'ils répètent, mais la guerre de libération qu'ils préparent avec ferveur. Le même élan, nous le retrouvons dans les centres d'élèves officiers indigènes du Maroc et d'Algérie, où les fils de notables viennent, comme leur père, se mettre au service de la France. Leurs dons de cavaliers conservent à l'armée moderne ses plus nobles traditions. Mais le but essentiel auquel répond la préparation de cette armée, c'est de prendre pied sur le continent. Le premier moyen, c'est le parachute. La progression que suit l'élève parachutiste va faire de lui un combattant spécialisé, prêt à toutes les missions. Partout sur la terre d'Afrique et par tous les moyens, les Français se préparent, les Français luttent. Les unités d'élite attendent déjà les futures campagnes. Une première opération audacieuse, la libération de la Corse. La tête de mort des corsaires entourée de 7 poignards, voilà le fanion du sous-marin français Casabianca, qui exécuta 7 missions en Corse occupée par l'ennemi. Parti d'Afrique du Nord, il apportait au maquis des armes, des consignes, des soldats. Grâce à ce bateau et à son équipage, les patriotes corses sont restés en contact pendant des mois de préparation avec leur libérateur. Le 13 septembre 1943, ils arrivent. Les bateaux français transportent les avant-gardes de l'armée d'Afrique qui tentent sur l'île une opération de surprise. Le 14, nos troupes débarquent à Ajaccio. Elles partent immédiatement à la poursuite des Allemands. Le 24, nous occupons Bonifacio. Et nous arrivons le 5 octobre à Bastia, dernier centre de résistance ennemie. Ajaccio. Depuis 4 jours, l'action des patriotes et de nos éléments de choc a maintenu l'ennemi hors de la ville. Nos contre-torpilleurs peuvent accoster. Du colonel au simple goumier, chacun se prépare. Et la progression commence, dans un paysage que les hommes du maquis ont hanté. Des obstacles gênent la marche en avant. On les enlève. Des avions mitraillent les éléments de reconnaissance. On les abat. Parmi les victimes, un homme, le genou éclaté. Il n'a pas un murmure. Les chars nous ont rattrapés, et dès lors, ils vont épauler nos fantassins dans leur avance.
Voici leur œuvre. Des cadavres, des témoignages d'un combat vite terminé, d'une fuite rapide. Extrême nord, près de Teguim, nous occupons des postes d'observation de l'ennemi. C'est à notre tour de l'épier. Bastia est proche. Le lendemain, 5 octobre, 6 heures du matin. Les premiers éléments français pénètrent dans une ville abandonnée par des maraudeurs en Feldgrau. Quel spectacle va s'offrir aux yeux des Corses quand ils vont revenir vers leur foyer? Un port dévasté, des cadavres, des ruines. Pourtant, demain, ils retrouveront leur village, leur ville, où flottera désormais seul le drapeau français, hissé comme celui-ci par un de leurs compagnons d'armes. Décembre 1943. Le moment est venu. Les Français vont affronter l'ennemi à armes égales. À Bizerte, à Oran, un corps expéditionnaire embarque. Adieu l'Afrique. Demain, la grande nouvelle éclatera. L'armée française part pour l'Italie. C'est en Europe maintenant. C'est en Europe, enfin, que le soldat français va se battre. Le 1er décembre, les troupes débarquent à Naples, déjà conquises par les Alliés. Elles prennent position dans la partie la plus montagneuse des Abruzzes, où elles combattront tout l'hiver. Pendant le débarquement d'Anzio, leur poussée vers San Elia jouera un rôle décisif. Le débarquement à Naples est compliqué par les destructions du port. Tantôt, on utilise des passerelles pour enjamber les mâts des navires coulés. Tantôt, ce sont les chalands qui assurent le transport entre les bateaux et les quais. Les soldats français qui posent le pied sur le sol italien répondent aujourd'hui aux coups de poignard des fascistes de juin 40. Ils avaient cru nous abattre, nous revenons en vainqueurs. Ils avaient cru nous réduire en esclavage, nous revenons en libérateurs. Le matériel est débarqué à Bagnoli, petit port demeuré intact près de Naples. Nos blindés montent en ligne. Ils traversent des villages dont la bataille récente a arraché jusqu'aux traces de leur paisible passé. Il pleut. Sur un pont sans cesse arraché par des eaux tumultueuses et sans cesse rétabli, nos unités franchissent le Volturno, célèbre par la résistance acharnée que les Allemands ont opposée sur ses rives aux Alliés. Le secteur assigné au corps expéditionnaire français commence là où les grandes routes carrossables s'arrêtent. Il faut désormais prendre les chemins de montagne où un autre adversaire nous attend, la boue. Plus loin, plus haut, dans le cœur de ces montagnes inaccessibles aux voitures, les mulets nord-africains reprennent leur place dans le combat, comme ils reprennent leur nom, les Brels. La Royal Brel Force, dit en souriant le soldat, car en effet, ici, le mulet est roi. Ici, la machine ne décide pas du combat. Seul le fantassin a sa place. Le secteur français, qui a le visage hostile des Djebel d'Afrique du Nord,
est bien le secteur type du fantassin. Sur ces pitons, dans ces vallées, pas de combat spectaculaire, mais une lutte opiniâtre et rude. Ce sol ingrat exige de tous ceux qui s'y accrochent une utilisation parfaite du terrain, un courage, une vigilance constante. Il impose également à tous l'obsession de la présence ennemie. Et l'ennemi montre un jour son visage, à Serrazzolo, qui vient de tomber dans nos mains la veille de Noël. Noël, quelques joies naïves rappellent que c'est fête à ces hommes de bonne volonté. Noël. Un village à 200 mètres de la ligne de feu. Un aumônier. Des hommes veillent, d'autres prient. Avec l'année nouvelle, les attaques sur Monacasa et la Costa San Pietro sont déclenchées. Des hommes tombent. Parfois, des interventions immédiates s'imposent. On évacue les blessés. Ces brancardiers allemands portent encore la tenue qu'ils avaient sur le front russe avant d'être faits prisonniers par nous. Ceux qui sont hors de combat sont acheminés vers l'arrière. Le cacolet les transporte près des chemins où les jeeps abrègent le trajet vers les postes de secours. Sur la route, ils croiseront ces réfugiés qui regagnent derrière nos troupes leur village ou leur ferme. L'infiltration est lente, mais quand le terrain le permet, les blindés soutiennent de près l'action des fantassins. C'est vers Acquafondata qu'ils se dirigent, type même du village escarpé qu'il faut prendre d'assaut. Le monument aux morts de l'autre guerre a tenu. Mais Hitler n'illustre plus que des ruines. Les auteurs de ces inscriptions sont dans nos mains. Et dans ce village, perdu au milieu des montagnes, nous avons libéré un officier anglais capturé en Tripolitaine. Là, l'ennemi avait posé des mines. Ce pont est miné. Cette croix est un piège. Ce cadavre est un piège. Et la croix gammée qui les conduisit là était aussi un piège. Hiver dans les Abruzzes. La neige est venue s'ajouter aux peines du combattant. L'homme qui doit vivre ici, qui dort dans un trou et se réveille sous la neige, cet homme qui vient d'Afrique,
supportera cette épreuve comme il a supporté les autres. C'est la Ménarde, un secteur qui n'est jamais calme. Quand on ne s'y bat pas, on y patrouille. Et nos cimetières, les cimetières français qui jalonnent toutes les routes suivies par les hommes libres, marquent pour toujours la place de ces combats. La bataille reprend au nord de Cassino, où notre secteur est le plus en pointe du front allié. La mission du corps expéditionnaire, en attaquant le Belvédère et San Elia, est de forcer les Allemands à dégarnir Anzio, où les Alliés débarquent. Au sud, dans les ruines de Cassino, l'ennemi tient encore, malgré la violence des bombardements alliés, dont ces documents allemands nous montrent les effets. Le 12 mars, de puissantes formations américaines attaquent la ville, au pied de la célèbre abbaye de Saint-Benoît. De Montsabert assiste au bombardement. Le général de Gaulle arrive sur le front. Aux troupes qui ont mené la campagne d'hiver, il dicte une nouvelle tâche. Forcer la porte de Rome. L'action des Français dans ce but sera prépondérante. Avril 1944. Le plan du général Juin, chef du corps expéditionnaire, est accepté par l'état-major allié. Le chef installe son PC à Sessa Araunca. Dans le dispositif nouveau, les Français vont tenir le centre. En face d'eux, la partie la plus montagneuse du front, que les Allemands croient infranchissable. C'est là cependant que nous attaquons le 11 mai. Au nord, dans la boucle du Garigliano, au sud, vers les monts Arunci. La prise de Castelforte amènera à la rupture de la ligne de défense ennemie, la célèbre ligne Gustave. Venant du nord de Cassino, les Français prennent position dans leur nouveau secteur, le Garigliano. Ceux des chars, par les chemins couverts, se regroupent. Ils ont connu la boue, puis la neige. Ils connaissent maintenant la poussière. Voici le Garigliano, que Bayard en 1503 a rendu célèbre. Une fois pour toutes, on l'a couvert d'une écharpe de brume. Dans tous les secteurs, fébrilement, on s'organise. Une immense toile d'araignée se tisse peu à peu, reliant les postes les plus avancés au PC. Partout, des ponts sont construits, des routes rétablies, des pistes tracées. Rien n'est laissé au hasard, aussi bien à l'arrière où le système sanitaire est en place, qu'à l'extrême avant où les mulets, trop bruyants, sont remplacés par des porteurs. La DCA veille. Il faut crever les yeux de l'ennemi.
Voici le sinistre décor de la tête de pont de la Cella Sola. On ne parle qu'à voix basse. Tous travaux, tout mouvement se font dans le plus grand silence, car le moindre bruit est sanctionné par une pluie de grenades. Sur la crête, nos avant-postes sont protégés par des barbelés. Au-delà, c'est le No Man's Land. Et puis, l'ennemi, le doigt sur la détente. Au pied de cet arbre, à 50 mètres à peine, l'Allemand. La guerre est déjà passée par là. Partout, d'un bout à l'autre du front, en perpétuel état d'alerte, on guette, on épie. Les patrouilles, sans relâche, se glissent vers l'inconnu. Un calme étonnant, un calme angoissant règne ici. Mais chaque seconde qui passe peut déclencher le drame. Dans la nuit du 11 mai, un violent tir d'artillerie précède l'attaque. Castelforte, objectif numéro 1. Des assauts successifs menés avec acharnement conduisent nos troupes à proximité de ce point crucial. Abritent encore de vigoureuses résistances allemandes. L'action conjuguée de l'infanterie et des blindés les élimine maison par maison, rue par rue. Les survivants de 15 bataillons sont ramassés avant de pouvoir fuir. Épuisés, blessés, en voici quelques-uns parmi 4000 capturés en 4 jours de combat. Tandis que les tirailleurs hissent le drapeau tricolore sur le mont Maillot, clé de la défense allemande, au nord, d'autres unités françaises menacent les arrières de Cassino. Ainsi, là où de puissantes attaques frontales ont échoué, la manœuvre a réussi. Des mines sur ces arbres fruitiers. L'Allemand a signé sa retraite. Des explosions sur la plaine. C'est nous qui signons notre avance. L'ennemi protège sa retraite. Et nos équipes de déminage auscultent la route. Mais nos blindés sont impatients. L'un d'eux veut risquer le passage. Ils sautent. Mais les hommes qui reviennent reprendront bientôt la lutte. Routes interdites. On avance pour gagner du temps par un étroit passage jalonné au milieu des champs, miné également. Malgré tous les obstacles laissés par un ennemi battu, malgré les destructions et les routes coupées, Esperia est atteinte. Le chef a gagné la partie la plus dure de la campagne d'Italie. Les troupes françaises, exploitant leur succès, dépassent la région de Pico. En même temps que les Alliés, c'est vers Tivoli et Rome qu'elle marche. La ville éternelle est atteinte le 4 juin.
Nos hommes vont rendre à d'autres hommes une moisson intacte. Notre marche rapide l'a sauvé du feu. L'ennemi a pris soudain l'habitude d'aller vite. C'est sans pause qu'il faut le suivre, même quand il se rend. Et sur la route de Rome, que nous avons ouverte par le sud, nous rencontrons le 25 mai les forces alliées venues de la tête de pont d'Anzio. Dans les faubourgs, la lutte se poursuit, avec ces victimes, toutes ces victimes, que nous sommes accoutumés à voir sur les routes d'Europe. Ces brefs accrochages retardent à peine notre avance sur les routes que l'aviation a durement mitraillées. Les marais pontins, asséchés par le fascisme, puis inondés par le nazisme, n'arrêtent que nos regards. Rome est la pensée de tous les combattants. La ville est à portée de canon. La ville est à portée de la main. Et par les voies impériales, les chars alliés approchent. Des fleurs, des bravos. Le jour même du 4e anniversaire de la déclaration de guerre de l'Italie à la France, nos troupes entrent à Rome. Place de Venise. De son balcon, Mussolini ne réclamera plus la Tunisie, la Corse. Ce n'est plus le maître d'hier que ces gens applaudissent. Ce sont les libérateurs d'aujourd'hui, le général Clark et le général Juin. Une compagnie de ceux qui défendirent Bir Hakeim arrive au palais Farnèse, siège de l'ambassade de France. Depuis 4 ans, nos couleurs avaient cessé d'y flotter. Elles y demeureront désormais. Villa Médicis. Le général de Gaulle retrouve ses volontaires de juin 1940. Sur l'axe de la route numéro 2, le corps expéditionnaire poursuit l'ennemi. À hauteur du lac Trasimène, l'île d'Elbe est prise. Sienne tombe le 3 juillet. Le chemin vers Florence est libre. Nos soldats, qui n'ont fait que traverser Rome, ont à couvrir 60 km pour rattraper l'ennemi. Ils progressent dans cette campagne romaine qui avait perdu jusqu'au souvenir de la guerre. À la hauteur du lac Trasimène, les troupes alliées se heurtent à une nouvelle ligne de résistance. L'extrémité ouest de cette position est protégée par l'île d'Elbe, qui assure les voies de communication maritime de l'ennemi. De l'île où Napoléon est né, se déclenche l'attaque vers l'île où Napoléon fut prisonnier volontaire. À l'aube de ce 10 juin 1944, ce sont des navires alliés qui transportent les troupes françaises de la Libération. Près
près de Porto Marina, l'action de nos commandos permet le débarquement de la division coloniale et des Goumiers. L'ennemi, attaqué de plusieurs côtés, s'oppose en vain par des tirs d'artillerie à notre avance. Plus tard, dans le port même, le matériel arrive. Les transporteurs, Liberty Tankers, déversent leur cargaison de jeeps, de Dodge, de canons. Comme ailleurs, l'ennemi a laissé des traces de sa défaite. Les bulldozers ont fort à faire pour déblayer les quais de Porto Marina. Là, comme ailleurs, la guerre a marqué jusqu'au souvenir du passé, telle cette maison où l'empereur fit halte avant de se rendre au pavillon qui abrita ses 9 mois d'exil. Là, comme ailleurs, nous avons fait des prisonniers, les plus nombreux au fort de Porto Longone, dont la garnison tout entière lève les bras, après une sérieuse défense. De derrière ces barbelés, les Allemands ont-ils pu voir celui qui les a vaincus, le général Delattre de Tassigny, qui, après 53 heures de combat, et par la première opération amphibie de l'armée française, devenait maître de l'île. Le ministre de la guerre, M. Diethelm, arrive au milieu des combattants, avant-garde de cette armée qu'il a mise sur pied et qui, dans quelques semaines, va débarquer en France. La tâche que le ministre de la guerre a entreprise porte sa récompense. De nouvelles terres, de nouveaux foyers rendus à la liberté. En Italie, cependant, après de durs engagements avec un ennemi qui défend âprement le terrain, les tirailleurs, ceux du Belvédère et de Castelforte, font leur entrée à Sienne. Harassés, nos hommes vont connaître la joie de libérer une des plus belles villes de l'Italie. Bientôt, les habitants descendent dans les rues et manifestent leur enthousiasme aux Français qui n'ont pris leur ville que pour la leur remettre intacte. Sur la place du Canto, où une vaste croix rouge est le dernier vestige de l'occupation allemande, le général Juin, accompagné du général Dellarminat, passe en revue les soldats de la campagne d'Italie, ceux de Montsabert, de Dodi, de Sévez, de Brosset, de Guillaume. Sur cette même place, le 14 juillet, le chef du corps expéditionnaire accueille les généraux Clark et Alexander. La présence de ces 3 chefs affirme que toute victoire remportée par l'une des armées alliées est la victoire de toutes les armées alliées. À leur tour, les Italiens fêtent le 14 juillet,
le palio traditionnel est offert cette fois à l'armée libératrice. Ce n'est pas une loi du Capitole. Rome est tombée déjà, et l'Allemand connaît maintenant la roche tarpéienne. Avant de quitter l'Italie, les Français poursuivent leur avance, dépassant San Gimignano, et ouvrent aux Alliés les portes de Florence. Tunisie, Corse, Elbe, Italie, étape rougie par le sang des Français qui ont choisi la mort pour que la France vive. Étape vers la victoire. Rassemblés sur une plaine d'Afrique, d'autres soldats sont prêts. Et demain, toutes forces unies, l'armée française chassera l'Allemand hors de France. Depuis les guerriers sans armure des campagnes d'hier, jusqu'aux jeunes évadés qui ont risqué leur vie pour avoir l'honneur de la risquer davantage, tous ont au cœur la vieille prière des hommes libres. Amour sacré de la patrie, conduis, soutiens nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs.